Hello et bienvenue sur Evander Film. Aujourd'hui, j'interviewe l'une des pointues du cinéma camerounais, Patrick Foué. Alors, tu as sûrement dû le voir en tant qu'acteur dans plusieurs séries camerounaises, comme par exemple Pour le pouvoir ou alors Miel amer de Blaise Option. Il nous partage son amour pour le cinéma, comment il est arrivé à jouer dans des séries et surtout quels sont les enjeux de cet écosystème au Cameroun. L'interview commence bien timidement, mais Patrick est comme un bon vieux diesel. Il donne le meilleur de lui dans les 15 dernières minutes. Excuse-nous pour la mauvaise qualité de son et surtout je compte sur toi pour partager au max. Allez, à bientôt. Déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi-même et merci pour cette opportunité que tu m'offres de parler des activités qui ont trait à l'image et à l'art. Parce que j'insiste sur l'art, puisque l'image a un rapport étroit avec l'art. Exactement. Ok. Donc, entièrement, je suis Patrick Foué, Shenju So. Mais pour des besoins de raccourci, je préfère utiliser le nom Patrick Foué et c'est le nom que j'utilise le plus quand ça a trait à l'image et au cinéma. Alors, qui est-ce que je suis? Je suis un jeune homme, comme vous d'ailleurs, qui, après un parcours estudiantin quand même remarquable, après avoir travaillé pour plus de 3 entreprises pendant au moins 9 ans, a décidé de suivre ses passions ou ses pulsions. Okay. Voilà. Donc c'est un chemin très 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 difficile pour un début et ce n'est pas réservé à tout le monde. Mais avec de la persévérance, surtout avec de la passion, parce qu'en réalité quand vous êtes sur le point de lâcher, c'est seulement votre passion qui peut vous permettre de continuer ce que vous aimez faire et que vous pouvez faire même si on ne vous paye pas. Okay. Et donc en réalité c'est ça moi, je suis Patrick Foué, acteur de cinéma professionnel, présentateur d'événements. Aspirant réalisateur, parce que c'est un mot qui est trop lourd de sens. Réalisateur. Oui, c'est lourd de sens. Okay. Donc aspirant. Qu'est-ce que tu mets dans réalisateur? Bon, je mets dans réalisateur un artiste complet accompli, quelqu'un qui est capable de donner dans un film le rêve. Donc c'est ce à quoi j'aspire. Donner dans un film le rêve. C'est vrai que j'ai déjà fait un court-métrage qui est en post-production, mais... Comment il s'appelle? Le titre c'est One Hour Before, ça veut dire une heure avant. C'est un court-métrage de 10 minutes max qui va parler de la prémonition, c'est-à-dire des semblants déjà vus peut-être, ou bien des rêves qu'on a souvent qui arrivent, parce que ça m'est arrivé personnellement, qui vous annoncent quelque chose qui va venir, mais que vous négligez parce que vous vous dites, tiens, je ne suis pas un prophète, c'est un rêve comme tous les autres. Et puis, c'est quand ça se matérialise dans la réalité que vous vous rendez compte que, ça, j'aurais pu l'empêcher ou bien j'aurais dû faire quelque chose. Okay. Donc, le court-métrage, en fait, c'est One Hour Before, une heure avant. Un peu comme pour dire, on t'a averti de ce qui devait t'arriver une heure avant. Ouais. Voilà. C'est à toi de prendre la décision une heure après, si tu veux. Exactement. Voilà, donc voilà un peu. Donc je me suis défini, j'espère que je n'ai pas omis en détail. Je suis un acteur de cinéma, je suis un présentateur d'événements, un aspirant réalisateur et un passionné, comme vous l'avez dit, de l'image. Parce que je fais du graphisme également, je fais des logos. D'accord. Je fais du montage vidéo, sauf que c'est encore en mode encore amateur. Okay. Voilà, donc j'apprends encore. Voilà. Et tout ce qui a trait à l'image et à la photographie me passionne. Donc maintenant, quand on a des rêves, quand on est un entrepreneur, il est important de les échelonner. Exactement. Pour ne pas faire tout au même moment. Exactement. Donc parlons un peu de cinéma, de ton parcours de cinéma. J'ai vu que tu as joué dans plusieurs films. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as commencé en tant qu'acteur? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à aller dans cette voie-là? Et comment tu as eu tes premiers contrats? C'était quoi ta rencontre par exemple avec Blaise Option? Je veux dire, comment ça se passe en tant qu'acteur? Comment tu fais pour jouer dans les films? Ok, d'accord. Pour que les gens puissent mieux comprendre, il est important de commencer par la jeunesse. Okay. Voilà, donc déjà la rencontre avec le cinéma se fait depuis tout petit. Depuis 5 ans, moi j'ai regardé beaucoup de films, de 5 ans pratiquement 10 ans, qui est la période d'âge pendant laquelle les parents achètent les jouets à leurs enfants. Moi j'utilisais toujours l'arme uniquement. J'aimais pas autre chose que l'arme. Donc si tu ne m'achètes pas, tu m'achètes la voiture, c'est ton problème, je ne gère pas. Au point où ma mère avait remarqué ça. Et à cette époque, si vous en souvenez bien, il y avait des armes qui avaient des petites balles qui partaient sur le loger avec du plastique. À peu près? On est en 95, hein, okay. 95-97. Okay. Voilà. Donc il y avait des armes là, quand tu tires, ça passe sur le loger, tac, avec du plastique. Oui, part, avec du caoutchouc. Avec du caoutchouc là, devant, oui. Là. Bon, c'était ma passion en fait. Tout ça parce que j'aspirais déjà à ce côté-là. Bien plus tard, ma vraie rencontre avec l'art, avec le jeu d'acteur, c'est en 2007.
quand je fais mon probatoire, voilà, je participe un peu contre ma volonté à un festival de théâtre qui regroupait les établissements scolaires de la ville de Douala. À cette époque, on appelait ça Théâtralement Vôtre, qui était organisé et parrainé par le Centre culturel français, puisque c'était comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Maintenant, c'est l'Institut français. Voilà, donc c'est par là-bas que je fais mes premiers pas, au théâtre, pas au cinéma. Sauf qu'au théâtre, j'entre en fracas, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc cette compétition réunissait environ 15 établissements de la ville de Douala qui avaient été élus pour être les 15 participants, mais il y avait des séances d'élimination à bien avant. Voilà, donc au cours de cette séance, pour la première année, pour la première participation, j'étais en première, je suis meilleur acteur. Voilà, on me donne un titre comme ça et tout le monde m'apprécie. Les gens me disent, tu as un truc, tu as un truc. Bon, vous savez, quand on est jeune, on gonfle, on est fort, et puis c'est pas peut-être l'âge que j'ai aujourd'hui avec une maturité, du recul, de l'humilité que je peux prendre certaines choses. À cette époque-là où je savais que oui, je suis fort. C'est clair que je suis fort. Les honneurs et tout. Alors, maintenant, je passe le probatoire, mais je suis... on me renvoie de l'établissement dans lequel j'étais. Voilà. Bon, on estime que je suis un peu trop... turbulent pour cette année-là. Et je passe quand même le probatoire. Alors, je ne suis pas issu d'une famille aisée, ça il faut le dire. Donc, c'est vrai que quand tu nais pauvre, c'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est qu'il y a un problème, c'est ta faute. Alors, je ne suis pas né d'une famille aisée. Alors, quand on m'expulse comme ça, mes parents me mettent la pression, ils me disent, tiens, il ne reste que le bac. Et puis, moi, je n'ai pas connu mon père, par exemple, il est décédé, j'avais 3 ans. Donc, du coup, c'est la mère qui s'en charge, qui fait des petites prêts à la tontine. Tu vois que faut pas blaguer avec l'école. Vraiment, si tu blagues, après, on va plus payer et tu es mal barré. Alors, on me dit donc qu'il reste le bac, que je dois me concentrer, que je dois laisser là, que je dois laisser ces choses-là. C'est vrai que c'est bien, mais il faut que je laisse. Il faut d'abord le bac. Il faut d'abord le bac. Alors, on se bat. Je vais en terminale, c'est au lycée de Nebel. Terminale D. Oui, au lycée de Nebel. Et j'arrive là-bas, tout concentré, tout focus on my exam, sur le bac. Malheureusement, ce que je rencontre au lycée de Nebel, c'est que la finale qu'on a remportée en première, c'était face au lycée de Nebel. Ça veut dire qu'ils ont retenu mon image, ils ont retenu mon nom. Et du coup, quand j'arrive, je vais être discret, mais les rumeurs courent que le champion, il est avec nous. Donc c'est un peu comme Cristiano Ronaldo peut venir à Coton Sport de Garoua. Et on se rend compte que Cristiano Ronaldo loue à Garoua. Il faut qu'il joue, même s'il faut qu'on le paye, on le supplie, il faut qu'il joue. Voilà. Exactement. Voilà. Après, donc du coup, tu te retrouves encore dans le cinéma. Je me retrouve encore dans le théâtre. Et voilà, je participe une deuxième fois. Et je remporte successivement le prix pour une deuxième fois. Ça veut dire qu'à un moment, c'est comme s'il n'y avait pas l'homme. Comme on dit souvent, il n'y a vraiment pas match. Donc j'ai pris ça successivement. Et je pense que c'est en ayant le bac et en ayant ça que je me suis rendu compte d'une chose. C'est que ce que vous êtes appelé à faire dans la vie, quoi que vous fassiez, ça ne vous empêche pas de faire autre chose parce que c'est inné. Donc vous pouvez étudier. Mais à un moment de faire là est déjà en vous. Il n'y a plus... ça ne demande plus énormément de temps. Contrairement à ce que les parents pensent. Ils ont peur que tu t'éloignes alors qu'en fait c'est un truc qui est unique, tu ne fais pas d'effort. Exactement. Donc c'est après ça que je m'engage dans le cinéma sur le conseil de beaucoup de personnes qui me disent tiens, tu as vraiment quelque chose. Parce que ça c'est une compétition, tu ne peux pas faire ça en 2 ans avec plus de 15 établissements. Tu reviens prendre, tu te succèdes comme s'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'appesantisses un peu sur ça. Exactement. Alors je décide donc, passionné des formations, je décide donc de me former au théâtre, ensuite au jeu d'acteur, à la maison des jeunes de culture, c'est à Nebel, avec comme formateur M. Frédéric Tala, à qui je dis merci, parce que c'est les premières personnes qui m'ont tenu la main quand j'entrais au cinéma. À M. Eric Delphin, à M. Lambert Ondoa, ça c'était mes formateurs. Je me suis formé pendant 1 an, c'était en 2010. Voilà. Et c'est là où j'ai commencé à entrer dans le cinéma. Et je dois plutôt dire que j'entrais dans le cinéma par remarque. Quand je dis par remarque, ça veut dire que je n'ai pas vraiment fait un casting. C'est-à-dire qu'il suffit que je joue ici une fois et quelqu'un se dit tiens, il me faut cet acteur. Et puis je me retrouve dans un autre projet. Et puis je me retrouve dans un autre projet. Voilà. Donc c'est ce qui m'a permis d'évoluer progressivement dans le milieu du cinéma jusqu'à atteindre un certain niveau quand même. En 2016. Où tu as joué où j'ai joué Pour le pouvoir. C'était un film de Bifaga, Jean-Paul Nanguet. Voilà. Un film qui a vraiment cartonné, qui est passé sur A+, qui m'a donné une certaine visibilité, une certaine notoriété. Voilà. Donc c'est à partir de là que le cachet a commencé à augmenter. Vous voyez un peu. Donc pour appeler Patrick Foé, il fallait quand même se préparer. Mais en même temps, je faisais des activités parallèles. C'est-à-dire que je travaillais pour une entreprise. J'avais la chance
que je travaillais en service de car. Ça veut dire qu'il y avait des moments où je travaillais de jour, il y avait des moments où je travaillais de nuit, et à un moment je pouvais arriver à manager les deux jusqu'à ce que ça soit impossible. Et c'est à quel moment tu prends la décision de quitter ton travail pour te concentrer Je prends la décision de quitter mon travail, c'est en 2019. C'est même, peut-être les gens ne vont pas le savoir, mais c'est beaucoup plus sous la pression du projet Miel à mer. Miel à mer, c'est l'un des projets qui m'a aussi le plus propulsé. Avec Blaise Option. Avec Blaise Option. Je pense que j'ai vu cette série au moins 2 fois. Oui, d'ailleurs, je profite pour dire merci à Blaise Option, qui est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour la qualité du travail qu'il fait, le niveau de professionnalisme, voilà. Donc, c'est des gens avec qui j'ai travaillé et que je suis fier d'avoir travaillé. Donc, c'est important de le dire. Alors, en 2019, donc, je suis à cette époque-là toujours à l'Union camerounaise des brasseries. J'occupe un poste pas loin d'un poste de responsabilité qui est plus ou moins proportionnel à mon niveau d'études. Et à ce moment, les choses deviennent compliquées parce que je me suis engagé sur le tournage de Miel à mer dans lequel j'incarne un rôle plus ou moins conséquent, qui me demande... Je pense que tu étais l'avocat de... bon, disons l'assistant, voilà, l'assistant personnel voilà, du rôle principal. Exactement. Ça veut dire qu'à un moment, quand le rôle principal a un souci, je prends carrément le relais. Donc je deviens une sorte de... Il y a même une fille là qui t'a tourné la tête dans le film. Qui a tourné la tête à mon personnage. Oui, moi, oui. Que, bon, je me rappelle cette scène. En fait, j'ai vu ce film depuis. J'ai vu ça en 2019. Mais la scène là m'avait tellement marqué. Je me suis dit, oh putain, voilà, l'homme est faible. L'homme est faible, oui. On ne le dira jamais assez. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. L'homme est faible et c'est ça. En fait, donc c'est à partir de ce moment que j'ai vraiment de la difficulté à gérer simultanément travail et passion. Et maintenant à ça vient s'ajouter le festival du film scolaire. C'est un festival que j'ai eu à promouvoir, pas promouvoir, j'ai fait partie des 4 promoteurs, parce qu'il y en avait 4 qui ont créé ce festival du film scolaire. Il y en avait Audibert Tazon, qui est le promoteur même du festival du film scolaire. Et maintenant, à la base, l'équipe dirigeante qui a vraiment porté le projet depuis sa première édition, il y avait Karine Valérie Fauné, il y avait Preston Chouamen et également moi. Donc, avec ça, on avait beaucoup de pression parce qu'il fallait aller dans les entreprises pour la recherche des partenariats, il fallait être présent pour faire des réunions, il fallait toucher les établissements pour montrer quel est l'impact du projet. Et entre faire ça, tourner un film et travailler, je pense qu'il y avait déjà un problème. Je pense que la nature était en train de me dire, mon frère, il va falloir que tu te décides. Voilà, donc c'est à ce moment, c'est vrai qu'en entreprise aussi c'était pas trop ça, parce qu'en entreprise on se rendait compte que le mec il est trop célèbre, tu vois, et puis j'avais aussi ça, c'est vrai que ça me flattait un peu, ça flattait mon ego à cette époque, où quand tu arrivais dans la chaîne, parce que j'étais beaucoup plus au contact de la chaîne de production, sur le terrain, sur les machines et tout, le dépallettiseur, le pasteurisateur, voilà, l'étiquetteuse et tout. Alors sur le terrain, donc quand tu arrivais dans la chaîne, on disait oh l'artiste, tu vois, à un moment tu étais une sorte de star. Et puis ça n'arrangeait en rien l'évolution du travail. Ça il faut le dire. Parce que du moment où quelqu'un a une sorte de leadership ou bien d'autorité ou bien une notoriété poussée, ça devient un problème parce qu'il peut être influent et il peut amener les gens dans une direction qui n'est pas celle prévue par l'entreprise. Ça peut te créer des problèmes avec tes boss. Ça peut me créer des problèmes avec mes boss. Ça m'a créé des problèmes avec mes boss. Donc ça c'est le présent en fait. Voilà, donc au vu de tout ça, je me dis tiens, les entrepreneurs eux ils prennent des risques. C'est vrai qu'on prend des risques calculés, mais on prend des risques. Voilà, je me suis dit je pense que le moment est venu. Donc en 2019 je décide donc de laisser le salariat pour l'entrepreneuriat. J'y ai déjà fait plus d'1 an. Et au début, c'était pas facile. Même maintenant, c'est pas facile. Mais avec la routine, l'endurance, la persévérance, le travail, ça commence à aller progressivement. Voilà, donc je venais de finir avec un projet que j'ai mis sur pied pour les orphelins. Parce que moi aussi, vous savez, les grandes personnes qui ont marqué ce monde et qui ont mis sur pied des projets, si on regarde bien, ça a toujours quelque chose à voir avec leur propre vie. Si vous voyez une femme qui lutte pour une cause assez puissante pour le cancer, vous allez vous rendre compte qu'elle a eu ça. Ou un proche qui a eu ça en fait. Un proche qui a eu ça. Si vous voyez peut-être, c'est pas c'est Oprah Winfrey qui lutte pour peut-être le viol ou je sais pas quoi, vous allez vous rendre compte que dans leur jeunesse, ils ont vécu ça. C'est peut-être une très grande source de motivation quand on l'a vécu. Vous ne pouvez pas vraiment parler des orphelins si vous n'en avez pas été un et avoir ressenti ce que ça fait. De ne pas avoir un père qui pouvait demander un truc, de grandir comme ça
jusqu'à être libre. Ok. Donc, c'est toutes ces choses-là qui m'ont poussé à créer le projet Orphan's Gift, qui est à sa première édition, qui s'est très bien passée. Donc la seconde édition est en cours. Le but, c'est d'essayer de créer l'équilibre dans le monde, essayer de discuter un peu avec ceux qui ont un peu, qui puissent donner un peu pour qu'on essaie d'équilibrer avec ceux qui n'en ont pas. Parce que pendant qu'on mange, j'ai déjà pris mon petit déjeuner aujourd'hui, j'ai une veste sur moi, mais il y en a qui ne pensent pas encore à la veste, qui ne pensent pas encore à la chemise, qui n'ont pas encore mangé. Et comment on fait pour participer à ce projet en fait? Je veux dire, comment on fait pour donner? Alors pour participer, c'est simple. Sur ma page par exemple, patrickfaury.c, on peut m'écrire et je peux directement envoyer les modalités. Sur ma page également, il y a mon WhatsApp. Donc quelqu'un peut me contacter directement en privé. Donc la page c'est patrickfaury.c. Donc .c ça veut dire .change, qui est mon nom que j'ai toujours essayé de mettre en cas. Bon, là parlons un peu plus du cinéma. Oui. Du cinéma en tant qu'acteur, en fait des problèmes du cinéma au Cameroun. Moi le premier problème dont je veux que tu me parles, c'est le problème des acteurs. Pourquoi on a l'impression dans les films camerounais, on a tout le temps les mêmes acteurs? Est-ce qu'il y a un manque d'acteurs? Quand par exemple je prends les films de Mitumba par exemple, et de Nézé Kipombia. Oui. Je trouve que de la reine, enfin pas avant la reine blanche, des Dévaleurs jusqu'à maintenant, c'est tout le temps les mêmes acteurs qui reviennent. Oui. Tout le temps, bon, il y a eu une variance après la Reine Blanche et tout, mais il y a tout le temps les mêmes acteurs qui reviennent dans les films, même des films de Belles Options, tout le temps les mêmes acteurs. C'est un peu comme s'il y a des comités. Moi, en tant que quelqu'un qui fait dans le cinéma, pas forcément au Cameroun, je sais que c'est difficile de trouver les bons acteurs, mais c'est très facile de trouver les acteurs. Oui, oui. Les acteurs, tout le monde veut être acteur, tout le monde veut passer à la télé. Donc du coup, je me dis, pourquoi il y a tout le temps les mêmes acteurs dans les films camerounais? Ok, déjà, je peux dire que ça s'explique sur trois aspects. Donc, je peux donner 3 raisons. Okay. La première raison est simple, c'est que même à Hollywood, il y a des clans. Vous savez, je vous prends un exemple. Si il m'est donné de travailler avec une équipe, parce que moi, par exemple, je ne vais pas vous cacher, je suis arrivé ici, je suis arrivé à Yaoundé, j'ai rencontré 2 personnes pour qui j'ai énormément d'estime. Donc, peu importe les projets que j'ai envie de faire, ils vont faire partie de ces projets-là. Donc l'autre s'appelle Pierre Membong SMS, l'autre s'appelle Alabé Bonaventure. Ils sont 2. Alors je prends cet exemple pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en réalité, il y aura toujours les clans partout. Il y a des gens que quand vous faites un tournage avec eux, vous vous liez d'amitié, vous vous liez d'affection. En fonction de ce que ces personnes dégagent, vous avez l'impression qu'en leur présence, vous pouvez donner le meilleur de vous. Parce qu'en fait, ces personnes suscitent le meilleur de vous. Donc du coup, vous vous retrouvez dans 1, 2, 3 projets avec le même caméraman, avec le même perchiste, parce qu'en fait, il dégage quelque chose. Ça, c'est une ambiance, c'est comme... voilà. Et maintenant, ça peut aller à un niveau macro. C'est-à-dire qu'au lieu de 2 personnes, comme je viens de citer, ça peut être 15 personnes. Ça peut être toute une équipe avec laquelle on a l'habitude de travailler, parce qu'on sait quel est le résultat. Ça, c'est d'un. Donc, le réseau, peut-être. De 2, maintenant, il y a le fait que même au Nigeria, on a eu, au début de l'éclosion du cinéma nigérien, on a eu des clans aussi. Dans c'est-à-dire, on a eu des acteurs qui se répétaient dans presque tous les films. Pourquoi ils se répétaient dans presque tous les films? Parce qu'ils avaient réussi à bâtir autour d'elles, ces personnes-là, une sorte d'image. Donc du coup, il était plus marketing, il était plus recommandé d'avoir cette figure dans ton film parce que c'est vendable. Okay. Oui, je vais prendre l'exemple de certains acteurs camerounais, puisqu'on est dans notre contexte. Je vais prendre Hervé Gage, qui est pour moi l'une des meilleures voix au cinéma, qui a une voix vraiment hors du commun. Je vais prendre JB Manguelet, qui est un ténor de cinéma camerounais. Mais en réalité, tous ces gens se retrouvent constamment dans les films parce qu'ils ont une certaine image déjà qui existe. Et tous les producteurs ne veulent pas prendre de risques. C'est du business. Oui, je comprends tout à fait, mais est-ce que ça ne crée pas justement une sorte de déjà vu? Justement, j'arrivais à la 3e, parce que j'ai dit qu'il y avait 3. Ok. Voilà, donc je donnais les 2 raisons. Soit on est amis, on est fiers de bosser ensemble, soit on fait tellement du business qu'on veut gagner à tout prix. Du coup, on est obligé de remettre les mêmes gens aux mêmes endroits parce que ce sont des images que les gens connaissent et apprécient. Ok. Soit on refuse de payer les gars qu'il faut. Bon, okay. Parce que je ne vais pas être tendre. Hein. Je n'ai pas participé à certains projets à cause du coût. Ok. Parce que je dépense énormément dans la formation. Je sais, sans manque d'humilité, je sais ce que je peux donner face à un personnage. Alors, quand pour parler même de formation, il y a les formateurs. Il y a par exemple Jonas Mbom. Jonas Mbom, c'est un mastodonte du cinéma camerounais, c'est un malade du jeu d'acteur, c'est un metteur en scène connu même à l'international. Moi, j'ai assisté à ces formations. Le jeu d'acteur, c'est une science. C'est même une science exacte, je dirais. On a tendance à avoir une jeunesse qui se dit que le jeu d'acteur n'a trait qu'au talent.
C'est une erreur. Le talent peut compter pour 25%. Il vous faut une formation de sous-bassement. Il vous faut des techniques que vous devez utiliser pour que le talent ait tout son sens. Alors, si j'ai payé cher pour ces formations, pour cette information, il est clair que quand on me parle, il faut que le prix soit un peu plus élevé. Il n'est pas plus élevé parce que je me vends cher. Il est plus élevé parce qu'en fonction du personnage que tu me demandes, il faut aller le construire. Pour le construire, il faut chercher les éléments qu'il faut. Dans les éléments qu'il faut, il y a des formations. Si vous me donnez le personnage d'un médecin, que je vous demande 250 000, alors que vous payez les acteurs camerounais à 100 000, 50 000, vous allez trouver que c'est cher. En réalité, dans la facture que je vous donne de 250 000, il y a 80 000 ou 100 000 que je vais investir pour faire peut-être une semaine avec un docteur, voir comment il opère. Pour que quand j'opère à la télé, que les docteurs s'asseyent et se disent, wow, ce gars-ci, il a vraiment fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, incarner un personnage. Quand on incarne un personnage, ceux qui sont dans le métier de ce personnage doivent se reconnaître. Vous ne pouvez pas incarner un gars du billes juste parce que vous êtes musclé, vous avez porté un boulant. Il faut marcher avec les gars du billes. Quand ils boivent, qu'est-ce qu'ils se disent? Quel genre de sujet ils ont? Comment ils marchent? Comment ils interprètent les situations? Alors, quand vous le faites, vous voyez que si je veux jouer un gars du billes, je vous taxe un peu ça. Parce qu'en réalité, il y a 100 000 que vous allez me donner. Je vais inviter souvent les gars du billes, je vais leur donner la bière, ils vont me dire des choses. On va discuter. Je vais voir quelle est leur façon de penser. Quels sont les exercices qu'ils font? Si c'est les pompes qu'ils font au quotidien, combien de types de pompes ils font? C'est ça qu'on intègre pour créer un personnage qui existe, qui est vrai et qui inspire les autres. Et toi, vraiment, pour la plupart des projets que tu fais cette préparation-là? Cette préparation, j'ai commencé à le faire, je pense, sur le projet Miel la mer. Parce qu'il faut le dire, je ne suis pas venu au cinéma en étant très fort ou bien en étant... Non, en fait, je suis juste un passionné de la formation et du meilleur rendu en termes de jeu d'acteur. Donc, du coup, j'ai commencé bas comme tout le monde. J'ai fait du théâtre. J'ai joué à un moment gratuitement. J'ai joué à un moment moins cher. J'ai commencé à jouer à un prix normal. Et plus j'évolue, plus je me perfectionne, plus j'estime que le rendu doit évoluer. Okay. Tout ce qui ne s'améliore pas est condamné à disparaître. Et un prix normal aujourd'hui pour un acteur? Un prix? Ça peut être un prix normal. Déjà, oui. quand on recrute un acteur aujourd'hui, il faut s'attendre à avoir combien? Déjà, sur un film comme par exemple Miel la mer, je sais pas, une grande série comme ça. Oui. Oh, déjà, il y a quelque chose qui est bizarre au Cameroun, c'est le code du travail qui dit que le salaire se négocie entre l'employé et l'employeur. Mais il est impossible de donner vraiment un prix calé. Le prix dépend du type du rôle, de la nature des recherches qu'il faut faire. Parce qu'un gars qui a un premier rôle n'aura pas le même prix qu'un gars qui a un troisième rôle. Bon, maintenant, un gars qui a un premier rôle, qui pour moi est un... je sais pas si ça doit être un médecin, par exemple. Mais en fait, si le mec se dit juste que pour être médecin, il faut mettre une blouse blanche et mettre le truc là au cou et mettre un badge et commencer à raconter tout un tas de prescriptions, c'est qu'il a tout fait faux. Parce qu'en fait, les médecins se comportent même d'une certaine façon, écrivent d'une certaine façon. Est-ce que vous lisez facilement l'ordonnance? Tout ça, c'est un travail de recherche. Il faudrait que quand tu incarnes le rôle d'un médecin, quand même, tu écris, tu fasses une ordonnance que c'est voulu que tu aies appris ça. Pour que les médecins se reconnaissent dans cette salle-là. Alors, pour ça, pour toutes ces raisons-là, le prix va varier d'un rôle à un autre et en fonction de ce que le rôle demande. Ok, je comprends tout à fait. Bon, parlons un peu des canaux de diffusion dans le cinéma et même de l'investissement, enfin de l'investissement et des canaux de diffusion. Aujourd'hui, par exemple, si je veux faire un film, ok, je commence où? Déjà, cette question est très pertinente. Ça, il faut le dire. Parce qu'au Cameroun, on a eu tendance au suivisme. C'est-à-dire qu'on fait des films. C'est quand on fait le film, c'est qu'on le pose, comment on réfléchit que bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on peut bien en faire de ce film? Déjà, un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que les bons joueurs ne manquent pas d'équipe. On le dit tous les jours. C'est-à-dire que les bons films ne manquent pas de diffuseurs. Okay. C'est vrai qu'on est dans un système où certaines personnes ont pris en otage les réseaux de distribution. C'est-à-dire et vous savez, on ne dit pas tout. Mais je prends la peine de me renseigner vraiment. Parce que vous ne pouvez pas tutoyer un milieu sans pouvoir en connaître les fondements. C'est impossible. Alors, il y a certains quand même. Il y a des diffuseurs. C'est vrai qu'il y a des pseudo-diffuseurs. Il y a des diffuseurs qui se sont... Mais ces diffuseurs-là, c'est quoi? Enfin, de nos jours, on a les chaînes de télé, on a YouTube. Oui. Quelle autre option on a en fait? Bon, on a les chaînes de télé. Par exemple, Canal de SIAD. Bon, SIAD, je ne sais pas trop là, mais Canal de... Il y a une chose qui est très importante pour un humain.
c'est de ne pas s'étaler en profondeur sur les sujets dont il n'a pas la maîtrise. Et c'est vrai que j'ai un minimum d'informations sur ce qui c'est que la diffusion. Mais au risque de blesser certains, au risque de ne pas être dans la norme, je préfère ne pas m'étaler sur un sujet que je ne maîtrise pas vraiment. Mais ce que je peux dire, si on était dans l'actorat, je pourrais m'étaler dans l'actorat parce que j'ai eu à faire de l'actorat. Des formations et des formations avec des personnes de renom. D'ailleurs, je pense qu'il y a une formation que je suis en train de préparer qui sera organisée à Douala avec l'un des meilleurs pour moi, Anourine Winembom. C'est pas l'un des meilleurs. Les gens vont m'excuser, mais pour moi c'est le meilleur. C'est tout simplement le meilleur. On a tous nos choix et il faut qu'on les assume. Exactement. Voilà. Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Pour la distribution, c'est un cercle fermé. Très souvent, ça se fait au type. C'est-à-dire, ça se fait par relation. Donc, tu disais que les chaînes locales ne sont pas très dans la mouvance de... Les chaînes locales, malheureusement, ne sont pas en train d'emboîter le pas. Ils ne sont pas en train d'acheter. Le film, c'est un investissement lourd. Hormis d'être un investissement financier, c'est un investissement de temps et d'humain, d'art. C'est un truc qui n'a même pas de valeur pécuniaire, s'il faut le dire comme ça. Mais les chaînes ne sont pas en train de voir ça comme ça. Donc du coup, on a un sérieux problème avec les chaînes locales qui, à un moment, quand ils achètent votre film, vous devez être très chanceux apparemment. En revanche, les gens, pour essayer de fuir ça, se sont versés sur les réseaux sociaux avec les web-séries. Et je vais pas envoyer un coup de poignard aux web-séries, mais je trouve que c'est une très grande campagne pour baisser le niveau du cinéma au Cameroun. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a très peu de web-séries qui essayent de respecter les normes de l'art dans ce qu'ils font. On a l'impression que c'est plus une sorte de commerce, un marché. Ça veut dire que vous avez une caméra, vous avez quelques gars qui sont passionnés et gonflés à bloc. Vous avez une caméra, vous avez un micro. Vous prenez quelques plans, les gens racontent qu'ils ont à dire. Très souvent, ils n'ont pas de scénario, ils ont des idées. Vous prenez quelques 3 plans. Et puis, en fait, ça se multiplie sur les réseaux sociaux. Et ça, les gens reconnaissent que ça, c'est du type camerounais. Et ça, de façon inconsciente, de façon subliminale, ça crée une sorte de niveau, de rabaissement du niveau du cinéma dans la tête des gens. Vous le faites constamment, vous n'avez pas l'impression. Oui, parce que de toute façon, c'est ce que les gens regardent le plus. Très bien. Et vous savez ce qui se passe quand quelqu'un arrive à voir un bon film camerounais? Il demande est-ce qu'on a fait ça au Cameroun? Ce n'est pas la question qu'on devait poser au Cameroun. Le Cameroun a commencé le cinéma presque à la même époque que Nollywood. Pourquoi Nollywood est très avancé? Pourquoi Nollywood tutoie Netflix? Pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils ont su. Ils ont su investir dans le cinéma. Ils ont su faire le cinéma sérieux. Mais quand on dit qu'ils ont su investir, c'est qui? Au final, finalement, c'est qui investit en fait? En fait, je me pose la question, c'est qui va débloquer ce cercle vicieux dans lequel le cinéma camerounais est? Parce que d'un côté, on a, disons, les réalisateurs qui font les web-séries. On peut se dire, bon, ils font avec ce qu'ils ont. Je veux dire, le mec qui fait sa web-série sur YouTube, déjà, son but, c'est d'avoir les vues. Il se cherche aussi, il n'a pas beaucoup de moyens. Il a sûrement mis son investissement, c'est 1 000 € pour avoir, enfin, quand je dis 1 000 €, là, c'est 650 000 pour avoir sa caméra, son trépied, son micro. Avec ça, il ne peut pas faire quelque chose de ouf, donc il fait avec ce qu'il a. Oui. Ça donne ce que ça donne. Et si tout le monde le suit, ça donne ce que ça va donner. Oui. Ça généralise. Ça généralise. Ça rabaisse. Ça rabaisse, c'est sûr. Mais quand on regarde le truc d'un point de vue un peu macro, on ne peut pas lui incomber toute la faute. Oui, je suis d'accord. On ne peut pas lui incomber toute la faute. Donc, du coup, qui doit débloquer ce cercle vicieux dans lequel le cinéma est en fait? On a d'abord principalement un problème que je décris souvent, c'est qu'on est trop individualiste. Si vous prenez la peine de regarder, moi j'ai fait cette expérience-là, de regarder tous les films américains qui ont du succès. Très souvent, dans la majorité des cas, c'est 3 à 4 maisons de production. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire le film commence. Columbia Pictures présente, tac. Une association avec New Line Cinema, tac. Avec la collaboration de tel film. Sur la supervision de tel film. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour atteindre un certain niveau de l'art, les gros poissons, les gars puissants se mettent ensemble. Chez nous, c'est le contraire. C'est tout le contraire. Chacun veut être seul, bien que ne disposant pas des moyens qui vont lui permettre de faire quelque chose de bien. Mais il veut se contenter d'être seul. On a ça qui nous freine. Et le Nigeria l'a compris. Parce que ce que le Nigeria a fait à un moment pour évoluer, c'était de faire comme des tontines de films. Les gens ne le savent pas, par exemple. C'est une information que j'ai cherché pour avoir. C'était comme des tontines de films. Ça veut dire, nous sommes tous là des producteurs. On a tous 5 millions chacun.
On est convaincu que si on fait du tapage, si on s'associe à toi pour faire ce film, tu traites d'un thème qui est pertinent, on le fait chez toi. On t'élève. Quand on est en train de le faire chez toi, même lors de la communication, nous tous on communique dessus, nous tous on te soutient. C'est ce que la partie anglophone fait et j'apprécie énormément ce que le côté anglophone du cinéma camerounais fait. Okay. Les films anglophones, oui, c'est vraiment des films de ouf. Par exemple, je prends le film de Fisherman Diaries qui est à pratiquement 40 prix déjà. Des fois, quand on les voit, on pense que c'est des films nigérians même en fait. Oui, en réalité. Et même les Nigérians ont déjà peur. Exactement. Parce que les Camerounais sont très forts en fait. Mais ils n'ont pas eu la culture de faire ensemble. Alors, si on le fait comme ça, comme le Nigeria l'a fait, on le fait pour toi. Tu vois comment ça t'a amené quelque part. Après, tu reverses peut-être un petit pourcentage aux autres. Après, quand c'est le tour, c'est mon tour de bouffer la réunion, bah, tout le monde s'y met. Quand on se lève comme ça, peut-être 10-15, on crée de l'impact dans un pays. On crée l'attention des autres. C'est pour ça que Netflix nous regarde, Tel nous regarde, les entreprises nous regardent. Si je le fais seul, même si je suis un milliardaire, il n'y a que Photo Victor ou Kajibier ou je ne sais pas trop ces gens-là qui pouvaient le faire, mais ils ne sont pas dans ce registre, ils sont des industriels. Exactement. Donc si on avait pris ne serait-ce que la peine de faire ça de cette façon, je pense qu'on gagnerait avec des films de qualité. C'est important. Ok. Ouais. On peut oublier notre état sur le soutien. Le Cameroun est un pays dont la procédure laisse vraiment à désirer. Alors, seulement pour la procédure, il faut que vous oubliez votre calendrier de tournage parce que la procédure, si vous attendez la procédure, ça va être très longue. Ce sont les réalités du pays. Donc, je ne vais pas venir ici à une interview vous dire que non, au Cameroun, si tu déposes une demande, maintenant tu le reçois demain. Puisque moi, j'ai fait un passeport qui n'est pas encore sorti depuis beaucoup de temps. C'est un problème. Je connais des gens qui ont fait des cartes d'identité qui ne sont pas encore sortis depuis 1 an et demi. C'est un problème. Donc on a des problèmes au niveau de la lenteur administrative sur la suivi des procédures. Je pense que ça se répercute sur tous les domaines. Même si vous voulez une subvention au cinéma, vous risquez de prévoir votre film pour 2011 et votre subvention risque d'arriver en 2023. Donc, pour toi, c'est qui le meilleur réalisateur du Cameroun? Pour l'instant, au Cameroun, en tant que meilleur réalisateur, je peux faire une shortlist de 3 juste. Bien sûr. Voilà. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et il faut savoir dire merci à ceux qui font du bon travail. Ena John Scott, c'est lui qui a réalisé The Fisherman Diaries. C'est l'un des meilleurs pour moi. Anurine, en dehors d'être un acteur, c'est l'un des meilleurs réalisateurs. Qui ça? Anurine Munembom. En dehors d'être un grand acteur, c'est le réalisateur de Broken. Le réalisateur d'un certain nombre de films a pris aussi. Voilà. Donc voilà 2. Et naturellement, il faut que je rentre quand même chez moi. Et voilà, il faut que je revienne quand même chez les anglophones, chez les francophones, je voulais dire, sans division, hein, parce que on est tous ensemble, on est tous dans le même pays. Mais parfois, quand l'un fait quelque chose qui est bien, qui est admirable, qui est apprécié, et ont l'humilité et la reconnaissance de le faire, c'est important. Alors, pourquoi son nom m'échappe? Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Tu sais, quand il n'y en a que quelques-uns. Il n'y a que 2-3, les options, Ebenezer qui vont. Oh non. Les artistes. Les options, c'est un grand réalisateur. Ebenezer également, c'est un grand réalisateur. Mais il y a les contextes de réalisation. La réalisation de séries n'est pas. Même que celle des films. Okay. La portée artistique, le niveau de concentration, le niveau d'exigence sur la qualité de la réalisation n'est pas la même. Voilà, donc du coup, je ne pourrais pas. En rapport avec moi-même. Là, ta shortlist, ça concerne plus des réalisateurs de films. Oui, de films. Ok. Parce que c'est le carnaval dans lequel je suis. D'accord. Oui, c'est de l'art pur. Voilà, donc c'est ça. Il y a lui, il y a Anurine que j'ai cité, il y a Ena John Scott. Le troisième, comment on l'appelle? Cyril Ella. Cyril Ella. Oui, c'est un réalisateur jeune, très talentueux. Oui. Je pense que ma shortlist est... Ouais, elle est complète, c'est bon. Sur quel projet est-ce que tu travailles présentement? Actuellement, je ne travaille pas sur un projet parce que pour des raisons personnelles, j'ai décidé de faire une petite pause. Et voilà. Donc, pour revenir maintenant en 2021 avec plus d'impact. Mais pour 2021, je dois vous rappeler, c'est vrai que je ne l'ai mentionné nulle part, mais je suis un passionné de l'écriture. Un passionné. C'est-à-dire que j'ai des films écrits déjà. Okay. Oui, mais maintenant, parfois,
peu importe ce qu'on fait, il faut le confronter à la réalité du professionnel. Donc du coup, venir déclarer que je suis un scénariste, c'est usurper le poste de scénariste. Jusqu'à ce que j'ai fait une formation en scénariste, ou jusqu'à ce que j'ai fait un film qui soit vraiment apprécié de tous. D'ailleurs, j'ai écrit le premier court-métrage, j'espère qu'il sera apprécié. Donc je suis un passionné de l'écriture. Donc j'ai écrit un long métrage, j'ai coécrit avec quelqu'un, un long métrage qui va représenter la principale tâche de l'année 2021. Donc, je vais me pencher dessus pour travailler. Cependant, je suis ouvert à des projets, mais des projets des personnes professionnelles. Alors, il faut que... Ok, d'accord, je prends note. Si on a une réalisation à faire au Cameroun, ce sera la personne que je vais contacter. D'accord, merci. Je sais que le côté finance du cinéma, ça intéresse beaucoup de personnes. Moi y compris, parce que moi je suis vidéographe. J'ai commencé à faire dans la couverture du mariage. Là je fais plus de pubs pour les entreprises et tout. Le cinéma m'a toujours intéressé. En fait, le cinéma même, c'est peut-être ce qui me motive le mieux, le plus. Mais sauf que je me pose toujours la question, est-ce que le cinéma, c'est un business rentable? Bon, le cinéma, déjà, c'est trop grand comme expression. Quel métier du cinéma est rentable? Le métier de réalisateur. Mettons des deux, on va parler du métier d'acteur que tu fais depuis, et le métier de réalisateur ou de producteur. Est-ce que c'est quelque chose de rentable? Si oui, après combien de temps? Je peux comprendre par exemple quelqu'un comme Ebenezer qui peut me dire alors il rentabilise bien son truc. Oui, tout à fait. Mais c'est quelqu'un qui a commencé depuis des années, c'est peut-être le premier réalisateur du Cameroun, tu vois. Si tu te lances aujourd'hui dans le cinéma, combien d'années, entre guillemets, si tu travailles, moi je dis travailler, tu es un travailleur, combien d'années il te faut pour commencer à avoir vraiment des retours? Maintenant, je vais retourner la question en disant, si tu te lances du côté des forts, du côté des amateurs ou du côté des semi-amateurs? Non, du côté des bon, ça dépend. Du côté des forts, quand je dis fort en termes de moyens ou en termes de quoi? Bon, quand je dis fort, en fait, je voulais dire professionnel. Oui, du côté des professionnels. Quoi qu'on dise, hein, tout ce qui est bien est visible. Quand on dit que ce qui est bien ne se cache pas. Même quand le film de Fisherman Diary va prendre un prix long au Ghana, alors qu'il y a des films ghanéens, et le cinéma ghanéen n'est pas des moindres. Quand un film camerounais traverse pour aller prendre un prix au Ghana, on ne lui donne pas parce qu'on l'aime. On ne lui donne pas parce qu'il est beau. On lui donne parce que les jurys ont vu qu'on ne peut pas ne pas lui donner. Alors, quand je parle de se lancer dans le cinéma professionnel, c'est de faire des bonnes choses. Mettre les moyens qu'il faut. Bon, maintenant, quel sera le capital de départ? Quel sera le capital du premier film avec lequel tu te lances? Et toujours, on n'est pas obligé d'entrer en fracas par un film de 250 millions ou un film de 100 millions. Mais attends, si tu fais un court-métrage moyen, même de 5 millions, bien fait. Quand ça prend les prix, on va demander qui l'a fait. Dans ce monde, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui ont des idées, du talent, pleines de compétences et qui souffrent. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui n'ont besoin qu'on leur montre que de bonnes personnes pour mettre leur argent. Il y a des gens qui ont besoin que leur argent tourne. L'idéal dans la vie, c'est de permettre à ces deux personnes de se rencontrer. Et l'un des moyens les plus efficaces pour que ces personnes se rencontrent, c'est de faire des bonnes œuvres qui parlent de toi. C'est à chaque fois, quand tu prends un rôle, quand tu le joues, on se dit, waouh, j'ai vu un film, j'ai vu Patrick Foé, ce gars joue pas comme je l'ai vu. Ce qui fait qu'en réalité, de façon inconsciente, ça reste quelque part dans le cerveau. Comme tu l'as dit, à chaque fois quand tu as un projet, en fait, le nom ton cerveau te dit, tiens, il faut ça. C'est comme ça que ça doit marcher. Donc du coup, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est sûr d'avoir la compétence. Je vais prendre l'exemple aussi d'un réalisateur camerounais qui est jeune et qui a beaucoup de compétences, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Franck Léa Malek-Thierry, qui est d'ailleurs aussi à Yaoundé. C'est lui qui a réalisé Angle, Mes Vampires, et également Hans, et qui a réalisé un film qui avec la collaboration de Canal+, Innocente, qui est un long métrage qui a fait couler beaucoup, qui a vraiment un parcours assez impressionnant. Mais il en a fait combien de courts-métrages avant? 3 ou 4. En réalité, il a prouvé que si, comme la Bible le dit dans l'un des versets, je ne sais plus trop lequel, si vous arrivez à prouver qu'on peut vous faire confiance dans les petites choses, on vous confiera plus tard de grandes choses. Très bonne réponse. Allez, donc on va clôturer. D'accord. Juste un dernier mot, un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le cinéma, que ce soit en tant qu'acteur, que ce soit en tant que réalisateur, et qui vient au pays. Je sais que le cinéma, ça fait vraiment rêver beaucoup de personnes. Ouais. Donc un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer, ou qui est déjà là mais qui est en difficulté. Donc, Ok, déjà je veux vous dire,
en dépit d'être un acteur de cinéma et un entrepreneur, je suis également un développeur personnel. Je vais vous dire une chose qui est importante et qui est prouvée. La réussite, tout comme l'échec, est contagieuse. C'est-à-dire que si vous passez le temps à marcher avec les gens qui boivent de la bière, vous allez finir par boire la bière tôt ou tard. Un jour, ça va, vous avez envie de boire la bière. Si vous marchez avec les gens qui fument, un jour, tôt ou tard, vous aurez envie de fumer une cigarette, puis vous allez fumer deux, puis vous allez vous décider pour choisir votre goût. Si vous marchez avec les gens qui sont dans votre quartier, qui font toujours des commentaires sur les filles, progressivement, vous aurez l'habitude de voir une fille passer et dire waouh, ça elle est bien. Comme on dit souvent chez nous les jeunes. Ceci pour dire quoi? C'est qu'on est la moyenne des gens qu'on côtoie le plus. Alors, premièrement, si vous voulez faire du bon cinéma, commencez par être proche des gens qui font du bon cinéma. Commencez par marcher, commencez par vous former. En étant dans cet environnement, progressivement, vous captez ce qu'ils font. Ça vous permet d'améliorer ce que vous-même vous faites. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux donner aux gens qui peuvent se lancer. Il faut penser à se former, c'est important. Vous pouvez avoir tout le talent du monde. Le talent sans technique n'est pas utilisable. Donc, un peu comme les footballeurs. Comme les footballeurs, oui. Il y a des gars qui ont du talent. Qui meurent, voilà. Donc du coup, il faut déjà penser à vous former. Il faut penser à être proche des personnes que vous estimez être les meilleures. Si vous voulez être un bon acteur, ne marchez pas avec les acteurs de la comédie au quartier. Marchez avec les gars qui sont forts. Écoutez-les parler, entrez dans leur conversation, participez à leur formation. Progressivement, vous allez vous rapprocher de ça. C'est quelque chose qui s'attire. Hein? Et de deux aussi, pour les entrepreneurs, je vais vous dire, la vie n'est pas facile. Rien n'est facile en fait. Alors ne pensez pas qu'il y a des gens qui vont venir vous accomplir la tâche. Il y a des grands sacrifices que vous allez faire. Vous allez sacrifier du temps, votre argent. Mais toujours est-il que si vous persévérez, vous allez atteindre l'objectif qu'il faut. Alors allez, aux jeunes, je vais juste te dire que c'est bien de passer à la télé, ça donne une petite notoriété, c'est bien. On te voit au quartier, tu marches. Mais si tu passes à la télé et que tu n'arrives pas à payer ton loyer, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors ne soyez pas de ceux qui veulent passer à la télé et demander la bière au quartier. Soyez de ceux qui veulent faire de ce métier quelque chose de bien. Moi, j'ai laissé mon travail il y a 1 an. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce qu'en fait, j'ai appris beaucoup de choses depuis ce jour. Alors, c'est tout ce que je souhaite dire aux gens. Voilà. Alors, comment on peut rentrer en contact avec toi? Déjà, pour me retrouver, je suis très ouvert hein, et puis j'organise de temps en temps des petites formations, des masterclass pour les jeunes aspirants. D'ailleurs, il y en a qui me contactent au quotidien et je profite aussi pour dire merci à Patrick Joël Oyono, qui est un acteur pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est dans la ville de Yaoundé. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient, qui me contactent au quotidien, qui veulent être des acteurs. Mais malheureusement, je me rends compte que très souvent, c'est une jeunesse qui veut plus passer à la télé. C'est-à-dire que c'est une jeunesse que quand tu leur dis il y a une petite formation, il y a une rencontre, ils n'ont pas le temps. Mais si tu leur dis qu'il y a tournage demain, ils auront le temps, c'est clair. La question c'est, tu tournes quoi? Voilà, donc en somme, ce sera ça. Je ne vais pas être long, je vais seulement dire, pour me contacter, il y a ma page, patrickfoé.c. Et également l'entreprise que j'ai mise sur pied, qui est une jeune maison de production, la PF Empire. C'est également sur Facebook. Ou bien il y a mon WhatsApp qui est le 676 17 47 26. Et rappelons que mon WhatsApp est également sur ma photo de couverture. Donc si vous êtes sur ma page, forcément... Okay. Merci beaucoup Patrick de t'avoir prêté à cet exercice. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Les bonnes choses arrivent. Oui, c'est vraiment un plaisir pour moi de répondre à cette invitation, de participer à des échanges comme ça qui nous permettent de dire ce qu'on pense, mais de le dire dans le respect des normes de l'art et aussi de motiver les plus jeunes parce qu'il y en a qui nous admirent, mais nous aussi, on a des personnes que nous, on admire. La vie, ce sont des échelles. Exactement. Chacun monte à son niveau. Exactement. Ok, c'est moi qui te remercie, mon frère. Merci. Sur ce, à très bientôt pour la suite. Nice, je pense que c'est bon.